Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Business Africa, votre magazine de l'économie et de l'entreprise. Et comme vous le savez, aujourd'hui encore 150 $ à gagner en fin d'émission avec le jeu Business Africa. Mais tout de suite, voici les titres. Comment réduire les effets de la guerre entre la Russie et l'Ukraine sur l'agriculture africaine? Les agriculteurs guinéens cherchent à contourner le déficit d'engrais. Normalement, ça devrait être plus gros que ça. Parce qu'on devrait appliquer l'engrais et le NPK à chaque 15 jours. L'artisanat est-il le secret de la croissance africaine? Cap sur la foire de Parakou au Bénin, une occasion de développer les affaires des petits producteurs. Je dois voyager partout. S'il y a une foire seulement, je voyage pour aller exposer, puisque tout le monde va me connaître. Si je reste à mon pays seulement, personne ne peut pas me connaître. Du miel africain pour concurrencer les grands producteurs mondiaux, le Burkina Faso s'est lancé dans l'aventure. Nous travaillons également sur l'acteur principal même, c'est-à-dire sur les abeilles, à savoir sélectionner les meilleures colonies pour avoir le plus de rendement. C'est un sujet grave qui a un sérieux impact sur le secteur agricole africain. La guerre russo-ukrainienne a fait de l'engrais une denrée rare. La Russie est en effet le premier exportateur mondial d'urée et le deuxième de potasse ou encore d'ammoniac nécessaire à la production d'engrais azotés. En Guinée, où l'État subventionne l'engrais, seulement 12 000 tonnes ont été mises à la disposition des paysans cette année. La situation menace un secteur qui emploie 80% de la population. Mais les agriculteurs cherchent des solutions. C'est un reportage de Sayon Kourma. Dans son jardin urbain, un casse-tête pour Abdoulaye Robaldé. Dans ce potager, Abdoulaye ne sait pas à quel sens se vouer. Ces piments qui sont arrivés à maturité manquent d'éclat. Les feuilles jaunissent et les fruits sont plutôt maigres et sans chair. La faute au manque d'engrais. Normalement, ça devrait être plus gros que ça, parce qu'on devrait appliquer l'engrais et le NPK à chaque 15 jours. Maintenant, là, on s'approvisionnait au niveau de la Chambre nationale d'agriculture. Maintenant, on n'a pas l'occasion de s'approvisionner. L'engrais se trouve au niveau du marché local, mais là, c'est trop cher, quoi. Vous voyez, donc... on n'a pas les moyens pour s'approvisionner au niveau du marché local. Il faut du NPK, l'azote, le phosphore et le potassium, indispensables pour le maintien de la fructification. Mais malheureusement, il y a 2 mois, Abdoulaye ne trouve plus cet engrais pour son potager. Et les tomates aussi tardent à se développer parce qu'elles n'ont pas reçu les premiers engrais de couverture qui sont l'urée et le superphosphate. Après la transplantation, si au 7e jour, si on appliquait l'engrais, ça allait être comme de l'autre côté, la bande qui est derrière nous comme ça. Vu qu'on n'a pas appliqué, et voilà ce que ça représente. Voilà. Un véritable casse-tête pour ces agriculteurs guinéens qui n'ont que leurs yeux pour pleurer. À la Chambre guinéenne d'agriculture, l'on est sensible à la souffrance de ces paysans, mais la crise est mondiale et la Guinée ne fait pas exception. Il y a un manque d'engrais parce qu'il y a une crise internationale. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques mois, il y a une crise causée par la Russie et l'Ukraine. Il se trouve que la Russie et l'Ukraine sont les gros producteurs, les principaux gros producteurs des différentes matières chimiques qui rentrent dans la fabrication de l'engrais, l'azote, l'ammoniac, etc. Alors avec la crise russo-ukrainienne aujourd'hui, il y a un manque d'engrais partout dans le monde, c'est partout. Conséquence, l'engrais qui se vendait à un peu plus de 10 $ par sac se négocie aujourd'hui à environ 50 $. Un prix jugé exorbitant par les agriculteurs, mais au ministère de l'Agriculture, on nous confie que des efforts ont été pourtant fournis pour éviter cette situation.
C'est une réalité mondiale. Par contre, l'engrais qui est distribué à travers la Chambre nationale de l'agriculture, donc avec une implication de l'État, est moins cher que l'engrais sur le marché. Cet engrais est vendu à environ 450 000 francs guinéens le sac, ce qui fait environ 50 $, pendant que le sac de 50 kilos, pendant que sur le marché normal, le même sac est vendu à 550 000, 600 000 francs guinéens. Donc il y a un écart important de plus de 10 $ entre l'engrais vendu à travers la Chambre nationale de l'agriculture et l'engrais sur le marché normal. Dans cette conjoncture mondiale, l'État guinéen s'est débrouillé pour trouver 12 500 tonnes d'engrais en NPK et en urée. Mais l'accès à ces engrais relève du miracle. Traoré, agronome, peine à se procurer ce fameux sésame. Nous, dans notre localité, on n'a pas encore accès à ces engrais. En fait, on a appris à la radio et à la télévision que les engrais sont là et que c'est à 450 000. Mais on s'est mobilisé, on allait vers chambre préfectorale de l'agriculture. D'habitude, on avait d'habitude d'avoir les engrais les lundis et les jeudis. Mais lundi et jeudi, on se présente dans les magasins sont toujours fermés. Donc on n'a pas trouvé encore l'engrais. Dans ces conditions pénibles, il faut être débrouillard. En manque d'azote et de calcium pour son potager de tomates, Traoré est obligé de faire lui-même un mélange de produits chimiques, en l'occurrence le nitrate de calcium à l'urée pour obtenir les oligo-éléments. Par exemple, nous avons ici le calcium, vous avez le magnésium, vous avez les zinc, vous avez l'azote. Parce que vous n'avez ça, vous ne pouvez pas. Alors donc c'est ce que nous mélangeons avec l'urée que vous avez vu et on obtient ça. Mais l'État n'envoie pas ces genres d'engrais. Donc ça nous donne des problèmes de pouvoir continuer. Nous, par exemple, on a l'habitude de faire ici, à cette période, 1 hectare, 2 hectares de tomates. Mais aujourd'hui, vous voyez, nous n'avons que demi-hectare qui est fertilisé. Et le reste ce n'est pas fertilisé. On risque de les perdre. À bout de souffle, les agriculteurs guinéens craignent même le pire. Regarde. Tu vois? Aujourd'hui, le paysan guinéen n'a pas travaillé. On n'a pas d'engrais. Si on ne fait rien, nous tendons direct vers une crise alimentaire dans notre pays. Et cette pénurie d'engrais interpelle une fois de plus sur l'impératif pour chaque État africain de travailler à assurer sa sécurité alimentaire et surtout trouver des alternatives bio. Les engrais organiques s'imposent à nous et la faible productivité constatée des champs est due au fait, bien sûr, de l'approvisionnement de certains sols. Et la meilleure manière de régénérer les sols, c'est d'utiliser un engrais organique. Vu cette crise des produits chimiques sur le marché, la solution serait les engrais bio. Et tout particulièrement en Guinée où la première usine chimique a fait faillite en 2017, un an seulement après son inauguration. Depuis, c'est l'absence d'initiative pour relancer la production d'engrais essentielle au développement de l'agriculture guinéenne, alors même que 80% de la population dépend de ce secteur. Heureusement d'ailleurs, y compris sur le marché de l'agriculture et de l'agroalimentaire, l'Afrique des startups continue d'attirer les investisseurs. D'après la base de données Africa The Big Deal, ces financements ont plus que doublé à 3,14 milliards de dollars les 6 premiers mois de l'année. Au même moment, ils se sont affaissés de 3,7% en Europe et jusqu'à 43% en Amérique latine et aux Caraïbes. En Afrique, c'est toujours les startups kenyanes qui dominent le marché. Il est toujours une valeur sûre. L'artisanat représente de 20% à 35% d'apport à la croissance des économies africaines. Sa professionnalisation ne cesse de s'affiner. Le secteur réfléchit aux moyens d'améliorer ses perspectives d'investissement. C'est ainsi que la première foire internationale de l'artisanat du Congo a vu les participants suggérer la mise en place d'un établissement financier spécialisé. Cette banque de développement dédiée à l'artisanat permettrait l'octroi des lignes de crédit en contournant les contraintes imposées par les banques commerciales.
Et c'est justement dans de grandes foires régionales que l'artisanat africain se fait le mieux connaître. Exemple à la foire de Parakou au Bénin qui a accueilli lors de sa dernière édition plus de 500 exposants. Parmi eux, de nombreux artisans et petits transformateurs, comme l'avait constaté notre correspondant Didier Assogbar. Regardez. 700 exposants, 20 000 visiteurs. La dernière édition de la foire internationale de Parakou aura tenu ses promesses. Plusieurs sites, une centaine de stands de produits en provenance de dizaines de pays et des visiteurs enthousiastes ont essayé de faire oublier l'édition précédente, celle de 2020, annulée pour cause de Covid. Les organisateurs ont misé sur des innovations comme l'installation d'un zoo au cœur de la foire pour faire connaître les animaux de la région. La plus belle innovation pour moi, c'est le zoo. Parce que nous n'avions pas vu du tout de zoo les années précédentes. Et là, voir une ferme en fait avec les différents animaux, c'était vraiment très intéressant. Mais nous avons aussi une unité de transformation de fonio et nous avons goûté du gâteau de fonio que je ne connaissais absolument pas. Et ça m'a vraiment fait plaisir également. Car ce marché était aussi une occasion pour les jeunes transformateurs africains de faire connaître leur production locale. Je suis un transformateur de soja en fromage et des brochettes de soja également. Quand nous exposons ici, les gens viennent beaucoup découvrir cette nouveauté que nous avons amenée. Donc les gens ont de la curiosité à savoir c'est quoi, comment vous avez fabriqué les brochettes de soja. Ils se demandent, ah, le truc là, c'est pas la viande de porc par exemple. Moi, j'utilise au moins 10 kg de graines de soja par jour. Donc avec les 10 kg, je peux avoir au moins une cinquantaine de fromage de soja. D'abord, pour faire le fromage de soja, il faut au moins 2 heures de temps. 2 heures de temps, le processus. Maintenant, après l'obtention du fromage de soja, nous prenons aussi 2 heures de temps pour faire les brochettes. Il faut découper frit, assaisonner, préparer comme de la viande avec de l'ail, de l'oignon, tout ça là bien travaillé parce que quand vous sentez, vous allez dire que c'est la viande que nous sommes en train de préparer. Et là maintenant, avec, je dis environ avec 4 heures de temps, le processus est au complet. Voilà. Une brochette ici est au prix de 100 francs CFA. Et nous vendons au moins par jour 30 000 francs. Pas seulement des recettes financières appréciables, mais aussi une occasion de nouer des contacts et de se faire connaître. Les 26 jours de décembre de la foire de Parakou sont en effet une véritable vitrine de libre circulation des biens et des personnes au sein de l'espace de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est ma 3e fois de participer à la foire de Parakou. J'ai des contacts, j'ai beaucoup de contacts ici. Même s'il n'y a pas foire, on m'appelle. Après je couche, j'envoie. C'est par la foire que j'ai eu beaucoup de contacts ici. Moi, la délégation que j'ai dû amener, on était une vingtaine. Parce qu'il y avait d'autres qui étaient à Niamey, ils nous ont rejoints. Il y a des robes à 40 000, il y a des robes à 60 000. Plus petit, c'est 10 000. Exposer ses produits ou ses œuvres, se faire connaître et rencontrer de nouveaux clients éventuels sont les avantages clés de la foire pour ces artisans africains. Je dois voyager partout. S'il y a une foire seulement, je voyage pour aller exposer, puisque tout le monde va me connaître. Si je reste à mon pays seulement, personne ne peut pas me connaître. Voilà. Mais si je participe des foires, c'est bon pour moi, quoi. Là, tout le monde va connaître les rois de collier. C'est moi-même qui les fais. Notre famille, c'est ça seulement qu'on travaille. Moi, ma femme, mes enfants, tout le monde fait ça. Selon les autorités administratives, la 4e édition de la foire de Parakou est un succès. L'idéal serait la multiplication de ces initiatives pour accroître les échanges commerciaux entre les pays africains. Selon un rapport de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, en 2017, les exportations intra-africaines ne représentaient que 16,6% des exportations totales, contre 68,1% pour les exportations intra-européennes. C'est le pourcentage le plus bas de toutes les régions du monde. Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission.
Où va la Sango Coin de la République centrafricaine? La question se pose face à l'intérêt modéré des investisseurs pour la nouvelle crypto-monnaie centrafricaine. Sur les 210 millions de Sango Coins proposés à la vente depuis fin juillet, 12,1 millions seulement avaient trouvé des acquéreurs en l'espace de 3 jours. Les déboires du marché international des crypto-monnaies sont sans doute responsables de la situation, mais l'intérêt pour la Sango Coin commence quand même à poindre. Le mois dernier, le président de la première plateforme internationale de crypto-monnaies, Binance, et son équipe se sont rendus en République centrafricaine. Et signe de cet engouement croissant pour les crypto-monnaies en Afrique, la plateforme Binance et le hub technologique Inonitech ont signé un partenariat. Objectif, la création à Yaoundé du premier hub de formation sur la crypto-monnaie en zone CEMAC. De quoi élargir le potentiel de formation de Binance qui a déjà initié plus de 600 000 Africains crypto-actifs en présentiel ou bien virtuellement. Et pour encadrer ces nouvelles technologies qui engendrent aussi des risques inédits, un nouveau pôle régional de la cybersécurité va voir le jour. Ce centre africain de cybersécurité sera basé à Lomé. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et le gouvernement du Togo ont signé un mémorandum pour cette nouvelle mission. Il s'agit de renforcer les capacités des agences de cybersécurité du continent, tant sur le plan technique que de la recherche. En mars, le Togo avait déjà accueilli le premier sommet sur la cybersécurité en Afrique. Il est très apprécié dans le monde entier, pourtant sa production stagne. Le miel est la première victime des épandages d'insecticides et d'herbicides ou encore du changement climatique. Sa consommation plus prisée que jamais aux États-Unis et en Europe est tributaire des importations. Un marché juteux dominé par la Chine, mais dans lequel l'Afrique commence à entrer sur la pointe des pieds. Comme ici, au Burkina Faso. Regardez. Le miel est l'un des produits les plus prisés sur le marché international. Face à une demande croissante, les producteurs africains sont de plus en plus nombreux à se lancer dans cette activité très lucrative. Exemple au Burkina Faso. Ici, comme un peu partout sur le continent, la production de miel est une activité traditionnelle, pratiquée dans presque tous les ménages en milieu rural. Au village, la production est sauvage. Pas besoin de nourrir les abeilles ni de les entretenir, pas besoin d'intrants non plus. Seul investissement, l'achat d'une ruche. Si la saison est bonne, nous gagnons 100 000 francs CFA. Et quand il n'a pas bien plu, nous nous retrouvons avec 50 000 francs CFA par an. Cela fait 15 ans que je produis du miel. Ça nous aide à payer la scolarité de nos enfants et à nous procurer de quoi manger. Parce que souvent, les récoltes ne suffisent pas. Le pays produirait 500 tonnes de miel par an. Une estimation seulement, car la filière n'étant pas vraiment structurée, difficile d'obtenir des statistiques fiables. Sur le terrain, des organisations se mobilisent pour inciter les populations à moderniser leurs activités. À Zignaré, la fédération des groupements Wendiam a distribué près de 2000 ruches modernes aux apiculteurs de la région. Cette ONG garantit aux producteurs des prix encore plus substantiels en apportant au miel sauvage collecté un traitement qui lui permet d'entrer directement dans les supermarchés des grandes villes. Au niveau du centre de production, le miel brut, nous l'achetons à 750 francs CFA. Voilà. Par contre, au niveau du marché local, ils n'ont même pas 500 francs, souvent c'est à 200 à 300 francs CFA. Donc vous voyez, nous avons quand même pu augmenter le revenu jusqu'à plus de 50%. Et nous essayons de placer par exemple ces produits-là dans les boutiques et même les grands magasins à Ouaga. Nous avons aussi des consommateurs privés au niveau local qui viennent pour des commandes, et sur le plan international même, je prends par exemple le cas de la Belgique où nous avons également des partenaires qui font des commandes, mais actuellement c'est au stade vraiment d'une consommation privée à leur niveau. Ce marché international pourrait rapporter gros justement, mais pour cela, le Burkina et les autres pays africains doivent d'abord professionnaliser une filière incapable pour l'instant de satisfaire les grosses commandes. Autre impératif, s'inscrire dans une démarche de qualité pour obtenir l'agrément de l'Union européenne, son plus gros client. Pour le miel, il y a une liste des résidus qui doivent être contrôlés, qui ne doivent pas dépasser une certaine limite
On parle des médicaments, on parle des pesticides qui sont utilisés pour la production du miel, qui ne doivent pas dépasser une certaine limite dans les échantillons. Il y a certains produits comme des médicaments antibiotiques, antimicrobes qui sont complètement interdits en Europe. Donc ceci s'applique aussi pour le miel de provenance du Burkina. Donc c'est l'autorité compétente du Burkina qui devrait établir un tel plan de résidus pour le miel. Malheureusement, un tel plan n'existe pas. En attendant la mise en place d'un label certifié, les initiatives de transformation locale du miel se multiplient pour répondre aux besoins des Burkinabés. Jacques Kouadima, ingénieur technologue, a fait du miel sa spécialité. Aujourd'hui, il possède sa propre ferme agroécologique à Nidungu, dans l'est du pays. Nous ne faisons pas seulement que produire. Nous travaillons sur un plan transversal, c'est-à-dire que nous travaillons sur les technologies de production, les outils de production, l'amélioration des ruches, des équipements d'exploitation, etc., etc. Nous travaillons également sur l'acteur principal même, c'est-à-dire sur les abeilles, à savoir sélectionner les meilleures colonies pour avoir le plus de rendement. Nous avons par exemple beaucoup utilisé le miel et ses dérivés dans la production des cosmétiques. Les savons au miel, les pommades, les crèmes, les laits, etc. Ainsi que certaines solutions pharmaceutiques. Conscients du fort potentiel du secteur, les pouvoirs publics se sont engagés à promouvoir ce qu'on appelle les produits forestiers non ligneux, c'est-à-dire des produits autres que le bois, comme le miel. Défi principal, freiner la déforestation causée par les feux de brousse, mais aussi par l'utilisation d'herbicides et de pesticides. De vastes plans de reboisement d'arbres mellifères sont aussi envisagés. C'est le moment de récompenser les fidèles de Business Africa. Vous de répondre aux questions qui suivent. Si vous êtes tiré au sort parmi ceux ou celles qui auront donné les bonnes réponses, vous gagnerez 150 $. Il s'agit du jeu numéro 584. Tous à vos crayons. Écoutez bien les 2 questions qui suivent et bonne chance à vous. Première question. Quel est le prix habituel de l'engrais en Guinée? 10 $ par sac, 15 $ par sac ou alors 30 $ par sac? Deuxième question. Combien y avait-il de visiteurs à la dernière édition de la foire de Parakou? 10 000, 20 000 ou 40 000? Vous connaissez les réponses. Vous pouvez participer dès maintenant en allant sur notre site internet africaonair.com à la page replay. Répondez aux questions, remplissez bien votre formulaire et bonne chance à vous. Surtout n'oubliez pas d'indiquer vos coordonnées, nom, adresse, téléphone, mail avec les réponses bien sûr. Le gagnant recevra 150 $. Rendez-vous sur notre site africaonair.com à la page replay pour les modalités. Félicitations, vous avez donné les bonnes réponses de notre émission numéro 580. Le nom de notre gagnant s'affiche à l'écran. Petit rappel. Première question, sur combien de mètres carrés Femi Kochoni pratique-t-il l'agriculture bio au Bénin? Réponse, 3000 mètres carrés. Deuxième question, quand a été créé l'OADA? Réponse, 1993. Voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure pour Initiative Africa. Je recevrai l'artiste lyrique Adriana Bignani Lesca. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet africaonair.com et vous pouvez également nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter en utilisant le hashtag Business Africa. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.